Alors, ça me fait un très grand plaisir de vous présenter Mme Adrienne Adam-Poupard. Mme Adam-Poupard est biologiste de formation. Elle a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisé en santé environnementale et en gestion des catastrophes en 2008, ainsi qu'une maîtrise en santé environnementale et santé du travail en 2009 à l'Université de Montréal. Elle a aussi complété un travail de doctorat en santé publique à l'Université de Montréal en 2015. Et ses travaux de thèse ont porté sur les effets des changements climatiques sur la santé et la sécurité des travailleurs au Québec. Elle s'occupe depuis plus d'une année Elle occupe depuis plus d'une année un poste de conseillère scientifique au sein de l'équipe zoonose, de la direction des risques biologiques et de la santé du travail de l'Institut national de santé publique du Québec. Son principal mandat porte sur la surveillance de la maladie de Lyme et des autres maladies transmises par les tiques. Madame Adam-Poupard. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Je vais devoir m'habituer parce que je n'ai pas l'habitude ni de parler au micro, tout en utilisant l'autre main, en changeant les diapositives, donc soyez un petit peu indulgents avec moi, ça devrait bien aller. Mon objectif ce matin, en fait, c'est surtout de vous présenter une application concrète de l'utilisation de la géomatique pour gérer une problématique émergente de la santé publique, une problématique qui est influencée par les changements climatiques. Cette problématique-là, c'est la maladie de Lyme. Donc, dans les prochaines minutes, je vais essentiellement vous parler de la surveillance de la maladie de Lyme et aussi de la cartographie du risque de la maladie de Lyme au Québec. Mon exposé va se faire donc en deux grandes parties. Je vais d'abord commencer par vous parler de généralités autour de la maladie de Lyme. Donc d'abord, on va regarder ce qu'est le pathogène et le vecteur. On va parler du cycle de transmission de la maladie, de l'infection chez l'humain, des mesures de prévention, de la situation épidémiologique au Québec et au Canada, et finalement des effets des changements climatiques sur la maladie de Lyme. Dans un deuxième temps, par la suite, je vais regarder avec vous deux mesures d'adaptation qui ont été mises en place au Québec pour je vous dirais, gérer la problématique de la maladie de Lyme. Il y en a bien d'autres, j'ai choisi de vous en présenter deux. D'abord, un système de surveillance intégré et, dans un deuxième temps, la cartographie du risque de la maladie de Lyme. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la maladie de Lyme? La maladie de Lyme, c'est une infection qui est causée par une bactérie du genre Borrelia et qui est transmise par une piqûre de tique. En Amérique du Nord, la bactérie qui est responsable de la maladie de Lyme, c'est Borrelia burgdorferi sensu stricto, que vous avez à la gauche sur l'écran. C'est une petite bactérie en forme de tire-bouchon, qu'on appelle un spirochète. En Amérique du Nord, la tique qui est responsable de la transmission de la maladie de Lyme, c'est l'Ixodes scapularis, que vous avez donc sur la photo. Et en Amérique du Nord-Est, on retrouve l'Ixodes scapularis, et dans l'ouest de l'Amérique du Nord, on retrouve l'Ixodes pacificus. Donc, vous comprenez bien que ce qui nous intéresse au Québec, c'est l'Ixodes scapularis, c'est ce que vous avez sur la photo ici. Et ce qui est important sur la photo, et je vais revenir dans les diapositives suivantes, c'est que dans l'environnement, on retrouve la tique sous différents stades. Il y a les œufs, qu'on ne voit pas sur la photo, mais ensuite, il y a le stade larvaire, il y a le stade de nymphe et il y a le stade d'adulte, où vous avez le mâle et la femelle. Petit point d'intérêt, la maladie de Lyme n'est pas une maladie qu'on retrouve uniquement en Amérique du Nord. Donc, comme vous voyez sur la figure 1 tout en bas, il y a des foyers de maladie de Lyme en Asie et également en Europe. Donc, quel est le cycle de transmission de la maladie? Comment est-ce que la maladie, d'une part, se transmet à travers l'environnement et ensuite peut être transmise à l'humain? Je vous ai parlé des 3 stades de la tique tout à l'heure. Vous les avez ici sur la figure 2 qui représente le cycle de vie d'Ixodes scapularis. Donc, j'aurais bien aimé avoir eu un pointeur pour vous le pointer, là, mais au centre de la figure, vous avez les œufs. Par la suite, vous avez le stade larvaire. Par la suite, vous avez le stade de nymphe. Et par la suite, si vous suivez la flèche, vous avez le stade d'adulte qui va ensuite pondre des œufs. L'Ixodes scapularis, pour passer d'un stade à l'autre, elle a besoin de prendre un repas de sang sur des hôtes. Donc, lorsque les œufs éclosent en larves, les larves vont avoir à se nourrir soit sur des petits oiseaux, soit sur des petits rongeurs pour pouvoir changer de stade, pour se transformer en stade de nymphe. Par la suite, la nymphe va avoir besoin de prendre un repas de sang sur des mammifères de petite taille, ou encore sur des vers de Virginie et accidentellement sur l'humain. Et ensuite, la nymphe va pouvoir se transformer en adulte, qui va également avoir besoin de prendre un repas de sang pour pouvoir pondre des œufs par la suite. Et l'adulte peut donc se nourrir sur des mammifères de taille moyenne, sur des cerfs de Virginie et, encore une fois, accidentellement sur l'humain.
La larve n'est jamais infectée par la bactérie Borrelia burgdorferi. Par contre, si la larve se nourrit sur un animal qui est lui-même infecté, elle va être infectée. Et la nymphe qui va en résulter de sa transformation va pouvoir ensuite infecter l'humain accidentellement. La même chose se passe au niveau de l'adulte. Donc, si la nymphe est elle-même infectée, lorsqu'elle va piquer un homme, elle va pouvoir lui transmettre la maladie également. Où on retrouve les tiques au Québec? Eh bien, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ entre 15 à 20 % des tiques au Québec qui sont infectés par la bactérie. Ces tiques-là, jusqu'à maintenant, on a des informations qui nous indiquent qu'elles sont bien établies en Montérégie, en Estrie et dans le sud-ouest de la Mauricie et du centre du Québec. Par contre, on a des indications qui nous laissent à penser que les tiques s'établissent graduellement beaucoup plus au nord au Québec aussi. Et quelles sont les activités à risque qui feraient qu'on pourrait être exposé aux tiques? C'est ce que vous voyez ici sur la photo donc, du grand-papa et du jeune qui marchent dans la forêt. Donc, n'importe quelle activité où on est exposé dans les bois, dans les boisés, dans les hautes herbes peut nous mettre à risque d'être piqué, donc d'être accroché par une tique et ensuite d'être piqué. Si on regarde plus concrètement ce qui se passe une fois qu'on a une tique qui est sur nous, alors la tique, d'abord, elle transmet la bactérie par sa salive via la piqûre ou la morsure. Ça prend un certain temps de contact entre la tique et l'humain. Donc, la littérature nous dit que les risques de transmission de la maladie ont lieu un peu plus de 48 heures après la piqûre. En fait, après le temps de contact, le début du temps de contact avec la tique. Et je vous ai mis une petite note pour vous indiquer que ce sont les nymphes qui sont les principales responsables de la transmission de la maladie, parce que les nymphes, elles sont plus petites que les adultes, donc ça nous prend plus de temps à les identifier sur le corps. Et en plus, les nymphes, elles sont actives à peu près au même moment où nous, les humains, on est à l'extérieur et on va dans la forêt. Donc, elles sont actives au printemps et à l'été, alors que les adultes, elles sont plutôt actives à l'automne. Maintenant, de quoi a l'air l'infection chez l'humain? Eh bien, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui se traduit en 3 stades si elle n'est pas traitée. Le premier stade, que l'on appelle l'infection précoce localisée, est un stade qui apparaît je vous dirais dans le mois après la piqûre. Généralement, ce stade-là est caractérisé par des symptômes grippaux et un symptôme qui est assez caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'érythème migrant. Alors, c'est ce que vous voyez sur les 2 photos ici à votre droite. L'érythème migrant, c'est une lésion, donc une rougeur sur la peau qui est en forme plus ou moins de cible qu'on retrouve à l'endroit de la piqûre de la tique. Et c'est une rougeur qui grossit. Et on l'appelle érythème migrant à partir du moment où cette rougeur-là, elle atteint un diamètre de 5 cm. C'est quand même une lésion qu'on retrouve chez 70 à 80 % des individus qui sont piqués par une tique. Le deuxième stade de la maladie, qu'on appelle infection précoce disséminée, donc bien sûr, si on n'est pas traité au stade 1, on passe au stade 2. Donc ce stade-là arrive de quelques semaines à quelques mois après l'infection. Et c'est un stade qui est caractérisé par des manifestations de différents systèmes du corps, donc manifestations problématiques au niveau dermatologique, au niveau musculo-squelettique, au niveau neurologique, au niveau cardiaque. Si à ce stade-là, la maladie n'est pas traitée, on tombe possiblement au stade 3 de la maladie, qu'on appelle infection tardive persistante. Et c'est donc un stade qui apparaît plusieurs mois à quelques années après l'infection. À ce moment-là, c'est une maladie qui peut devenir chronique. C'est encore une fois une maladie qui est multisystémique, donc qui atteint plusieurs systèmes dans le corps, mais la principale conséquence, c'est l'arthrite. La principale conséquence documentée est l'arthrite. La maladie de Lyme est une infection qui répond quand même très bien au traitement antibiotique. Par contre, la durée du traitement va varier selon le stade de l'infection et également selon les atteintes cliniques. Je me disais que je ne pouvais quand même pas vous parler de la maladie de Lyme sans vous dire comment se protéger quand même pour ne pas être exposé aux tiques ou pour limiter les risques, disons, d'acquisition de la maladie. Parmi les mesures de prévention individuelles, moi, je les classe tout le temps en 2 types. Celle qui fait qu'on peut éviter d'être exposé aux tiques et celle qu'on a à faire une fois qu'on a une tique sur soi. Pour éviter d'être exposé aux tiques, quand on va dans la forêt, on essaie de rester dans les sentiers balisés, donc d'éviter d'aller se promener dans les hautes herbes. On peut porter des vêtements protecteurs, des vêtements couvrants. On peut utiliser de l'insecticide, idéalement avec du DEET ou de l'icaridine. Et si on a à faire une activité dans un secteur qui est à risque, eh bien, en sortant des bois, d'une part, on prend une douche assez rapidement pour essayer de déloger les tiques qui auraient pu se poser sur nous. Et on peut également faire un examen cutané.
Et si jamais on aperçoit qu'on a une tique sur soi, eh bien, il ne faut pas paniquer, d'une part. On retire la tique avec une pince et on la garde de côté dans un petit contenant sec. Et on observe nos symptômes. Donc, on n'a pas besoin d'aller consulter immédiatement un professionnel de la santé. On observe nos symptômes pendant environ 1 mois. Et si jamais on a un symptôme de grippe ou si jamais on a l'apparition de la rougeur, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, eh bien là, on va consulter le professionnel de la santé et on amène notre tique avec nous. Maintenant, qu'en est-il de la situation épidémiologique de la maladie de Lyme au Québec? Ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique qui représente le nombre de cas de maladie de Lyme selon le lieu d'acquisition qui ont été déclarés au Québec entre 2004 et 2015. Sur le graphique, donc, les barres vertes sont les cas de maladie de Lyme qui ont acquis l'infection à l'extérieur du Québec et les barres bleues sont les cas de maladie de Lyme qui ont acquis leur infection au Québec. La maladie de Lyme est à déclaration obligatoire chez nous depuis 2003. Donc, le premier cas qui a été déclaré l'a été en 2004. Ce cas-là était un cas qui avait acquis l'infection à l'extérieur de chez nous. Et le premier cas déclaré au Québec, qui a acquis l'infection au Québec, était en 2006. Et par la suite, comme vous pouvez voir sur le graphique, graduellement, à travers le temps, on a assisté à une augmentation du nombre de cas qui ont été déclarés pour atteindre en 2015 155 cas, dont près de 70% avaient acquis leur infection chez nous au Québec. Autre observation assez intéressante à travers le temps, les premiers cas de maladie de Lyme qui ont acquis leur infection chez nous disaient l'avoir acquise soit en Montérégie, soit en Estrie, soit en Mauricie, centre du Québec. Donc ça, c'était les cas de 2006 à 2013. Ensuite, en 2014, on a réalisé qu'il y avait des nouvelles régions où il y avait des acquisitions de maladies de Lyme. Donc en 2014, on a documenté les Laurentides, Montréal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en 2015, encore des nouvelles régions se sont ajoutées. On a documenté Chaudière-Appalaches et l'Outaouais. Ces données-là, il faut quand même les interpréter un peu avec prudence. On peut supposer qu'il y a une progression du risque dans l'environnement, mais on peut aussi penser que toutes les interventions de santé publique, donc le fait d'informer les professionnels de la santé qu'il y a des risques de la maladie de Lyme sur le territoire, que les patients soient également au courant, ça peut nous aider quand même à identifier des cas et donc ça peut augmenter la déclaration. Donc, ces données-là doivent toujours être interprétées avec prudence. Maintenant, comme je vous ai dit, la maladie de Lyme, ce n'est pas seulement une maladie qu'on retrouve au Québec, donc on la retrouve également à travers le Canada. Vous avez donc sur la carte devant vous le nombre de cas de maladie de Lyme par municipalité d'acquisition au Canada entre 2009 et 2012. Depuis 2009, au Canada, il y a eu donc des cas déclarés de maladie de Lyme dans le sud du Manitoba, en Ontario, dans le sud du Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Et ce que vous avez au tableau à votre droite, c'est le nombre de cas déclarés de maladie de Lyme au Canada depuis 2009, qui est passé donc de 128 en 2009 à 522 en 2014. Donc, on observe une augmentation du nombre de cas, tout comme ce qu'on observe chez nous au Québec. Maintenant, quels sont les effets des changements climatiques qui sont attendus en lien avec la maladie de Lyme? Eh bien, d'une part, dans le contexte des changements climatiques, on s'attend à ce qu'il y ait des augmentations de température. Et ces augmentations de température-là vont influencer à la fois la tique, mais à la fois l'environnement de la tique pour favoriser sa propagation. Donc, la tique Ixodes scapularis va être influencée par la température et son cycle de vie pourrait être plus rapide. La saison où la tique est active pourrait être plus longue et la survie peut exister pendant l'hiver. Et je vous le confirme, cet hiver, c'est une année El Niño aussi, là, mais on a reçu des tiques Ixodes scapularis au mois de janvier au laboratoire de santé publique. Donc, c'est une année exceptionnelle. La chaleur peut aussi influencer l'environnement de la tique, donc que ce soit par le fait de modifier la distribution de la végétation et favoriser l'expansion de la tique par cette nouvelle distribution de végétation, ou encore influencer la survie et l'abondance des hôtes. Je vous ai montré tout à l'heure à la fois le chevreuil, à la fois les petits rongeurs, donc qui sont favorisés, dont la survie et l'abondance peut être favorisée dans le contexte des changements climatiques. Les effets des changements climatiques sur la maladie de Lyme ont quand même été souvent modélisés sur le territoire du Québec. Vous avez ici un exemple tiré d'une étude réalisée à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique vétérinaire. Sur cette carte-là, ce qu'on voit, c'est les années d'établissement de la tique Ixodes scapularis
avant 2009 jusqu'à après 2030. Donc, concrètement, sur la carte, ce qu'on aperçoit, c'est qu'avant 2009, l'éthique était vraiment installée au niveau du sud de la province. Et graduellement, à travers le temps, bien, on voit une migration qui va se passer. Et donc, comme vous observez sur la carte, là, après 2030, bien, il y a effectivement une partie du territoire beaucoup plus importante qui va être couverte par la présence d'éthique Ixodes capillaris. Dans cette étude-là, les chercheurs ont pu estimer que la tique pouvait migrer jusqu'à 50 km par année vers le nord. Donc, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau avant. Alors, je voulais donc vous parler de 2 mesures d'adaptation mises en place au Québec pour gérer un peu la propagation de la maladie de Lyme dans le contexte des changements climatiques. D'une part, du système de surveillance intégré et d'autre part, de la cartographie du risque. Et comme vous allez voir, les 2 mesures sont quand même intimement liées parce que les données de surveillance nous servent ensuite pour pouvoir produire la carte de risque. Vous allez comprendre à travers les prochaines diapositives. D'abord, à quoi ça sert un système de surveillance de la maladie de Lyme sur le territoire québécois? C'est pour suivre l'incidence et la distribution géographique de la maladie. C'est pour décrire les groupes les plus à risque. Et c'est pour être capable de documenter la présence, l'abondance, la répartition géographique du vecteur et du pathogène. Et tout ça, ça nous sert à estimer le risque d'acquisition de la maladie et ça nous sert par la suite, entre autres, à communiquer le risque pour protéger la population. Au Québec, on parle d'un système de surveillance intégré parce qu'il intègre 3 types de surveillance différentes. On surveille les cas humains, mais on surveille également le vecteur de façon passive et de façon active. Tout d'abord, la surveillance des cas humains, elle repose sur le registre des maladies à déclaration obligatoire du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la maladie de Lyme est à déclaration obligatoire depuis 2003. Nous avons donc des données depuis 2003 et ces données-là, elles nous arrivent annuellement et ça nous permet d'être capable de localiser les endroits où il y a eu des acquisitions de cas de maladie de Lyme et on connaît également le sexe des individus, le groupe d'âge des individus, donc on a différentes informations. La deuxième composante de la surveillance, c'est ce qu'on appelle la surveillance passive du vecteur. Donc, c'est un programme qui existe et qui est maintenu par le Laboratoire de santé publique du Québec depuis 1990. Au sein de ce programme-là, le laboratoire reçoit des tiques d'origine humaine et des tiques d'origine animale de façon volontaire. Donc, ces tiques-là sont envoyées via les laboratoires hospitaliers ou encore via les cliniques vétérinaires au laboratoire de santé publique du Québec, que je vais appeler LSPQ à partir de maintenant, ça va être plus simple. Donc, concrètement, si vous avez une tique sur vous et si vous l'apportez chez le médecin peut ensuite vous signer une prescription pour que vous soyez en mesure d'envoyer votre tique au LSPQ. La même chose se fait dans les cliniques vétérinaires. Ces tiques-là, une fois qu'elles sont reçues au LSPQ, on les analyse. Donc, on vérifie s'il s'agit vraiment d'une Ixodes cappillaris. Et les Ixodes cappillaris, on les envoie à Winnipeg, au Laboratoire national de microbiologie, pour détecter la présence de Borrelia burgdorferi, donc de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Ce système-là nous permet d'avoir une estimation pas très grossière, quand même une bonne estimation de la dispersion des tiques Ixodes capillaris, mais sans grande précision. La précision, on la retrouve dans la troisième composante du système de surveillance, c'est ce qu'on appelle la surveillance active du vecteur. Quand on parle de surveillance active, c'est quand on se rend directement sur le terrain pour collecter des tiques. Ça s'est fait au Québec depuis 2007 via différentes activités de recherche à la base et maintenant le ministère de la Santé et des Services sociaux finance concrètement des devis de surveillance active année après année. La surveillance active se fait par différentes méthodes qui sont standardisées. On peut collecter des tiques sur des cerfs de Virginie, on peut collecter des tiques sur des rongeurs, mais on peut surtout, et c'est ce qu'on fait maintenant, collecter des tiques à l'aide de la méthode de la flanelle. Je vous ai mis ici quelques petites photos qui vous démontrent de quoi ça a l'air. Alors, on choisit des parcelles qu'on souhaite aller visiter et ensuite, on passe un long morceau de tissu comme ça. C'est de la flanelle. Donc, c'est 1 mètre de flanelle qu'on passe sur les herbes et on collecte les tiques qui sont normalement présentes sur les hautes herbes.
Ces tics-là suivent exactement le même chemin. On les envoie au LSPQ pour être identifiés et les Ixodes scapularis sont ensuite envoyés à Winnipeg pour vérifier la présence de la bactérie. Donc, ça nous permet d'avoir une estimation plus précise de la présence des tiques dans l'environnement et de la présence des tiques infectés. La deuxième mesure que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est la cartographie du risque de la maladie de Lyme que l'on fait maintenant à l'INSPQ depuis 2015. Initialement, la demande est quand même venue du réseau de la santé publique parce qu'on s'est fait dire concrètement que d'avoir 3 types de surveillance avec des informations séparées, ça devenait un petit peu compliqué à interpréter. Donc voilà pourquoi on s'est dit, on pourrait essayer de réfléchir à une façon de produire une carte qui représente le risque et qui nous permet de mieux communiquer le risque aussi de façon intégrée. Donc, on a développé une carte de risque qui avait différents objectifs. Le premier, c'était de communiquer le risque d'acquisition de la maladie de Lyme consécutif à une piqûre de tique de façon intégrée pour pouvoir informer les autorités de santé publique, plus concrètement le ministère de la Santé et des Services sociaux et les directions de santé publique. Encore une fois, maintenant, je vais dire M3S et DSP, ça va être plus simple, et aussi pour communiquer le risque aux professionnels de la santé. Le deuxième objectif, c'était de supporter les autorités de santé publique dans leurs interventions de santé publique. Donc, à l'aide de nos cartes de risque, on espérait que le ministère de la Santé et que les DSP puissent ensuite orienter leurs interventions, leur communication à la population pour discuter des mesures de prévention, par exemple. Et on souhaitait aussi que nos cartes puissent être utilisées pour supporter les autorités de santé publique dans la déclaration des cas. Donc, sans rentrer en détail, mais sur les cartes que je vais vous présenter tout à l'heure, les zones endémiques sont bien identifiées et pour pouvoir déclarer un cas de maladie de Lyme adéquatement au Québec, on a besoin de savoir où sont les zones endémiques. Donc, on souhaitait vraiment supporter les autorités de santé publique à cet effet. Le troisième objectif, c'était de pouvoir suivre la progression de la maladie sur le territoire québécois en faisant une mise à jour annuelle de la carte de risque. La méthodologie utilisée pour pouvoir développer cette carte de risque-là, elle s'est faite en 2 étapes. Donc, on a constitué la base de données avec les différentes données de surveillance que je vous ai présentées tout à l'heure. Et puis, par la suite, on a défini les critères et l'unité spatiale qu'on allait représenter sur les cartes. Cette deuxième étape-là a quand même pris beaucoup plus de temps parce que d'abord, on a recherché dans la littérature les critères qui existaient et d'autre part, on a fait une démarche de consultation avec des experts sur la maladie de Lyme, mais aussi avec les utilisateurs potentiels de la carte, avec les M3S et avec les DSP. On a d'abord demandé à ces utilisateurs-là quels étaient vos besoins en termes de cartographie. Par la suite, on a échangé pour vérifier quels critères devraient être représentés et quelle est l'unité géographique. Et ça a quand même été beaucoup de discussions qui ont tourné autour de ça. Je vous ai représenté 2 exemples de cartes de risque. Donc, une première celle qui est en haut, là, donc une première carte qui représente le risque par territoire de réseau local de services. Et la deuxième qui représente le risque par municipalité. Donc, il y a eu quand même beaucoup de discussions qui ont tourné autour de ça. Et la troisième phase de cette démarche de consultation-là, ça a été vraiment de valider la meilleure représentation du risque et celle qui correspondait aussi aux besoins des utilisateurs de la carte. La cartographie a été réalisée sur le logiciel QGIS et c'est une de nos techniciennes à l'INSPQ qui a produit les cartes. Étant donné que le temps va plus vite que ce que je croyais, je vais passer quand même assez rapidement là-dessus. Ce que vous avez, c'est donc le résultat et les critères choisis suite à la démarche de consultation. Et je vais plutôt m'attarder sur la carte par la suite, mais je vais quand même prendre le temps de vous signifier que les risques sur la carte que vous allez voir par la suite sont représentés par risque possible, risque faible, risque modéré, risque élevé et risque inconnu. Puis si jamais, pendant la période de questions, on a le temps, on échangera un petit peu plus sur ce que signifie chacun de ces niveaux de risque-là. De façon générale, on a donc utilisé les 3 sources de données de surveillance pour pouvoir identifier le risque. Vous avez donc ici sous les yeux la carte qui représente le niveau de risque d'acquisition de la maladie de Lyme par municipalité du Québec en 2015. Donc sur cette carte-là, chacune des municipalités est représentée par une couleur et chaque couleur correspond à un risque. Donc les municipalités en blanc sont des municipalités à risque inconnu, les municipalités en grisé sont celles à risque possible, les municipalités en jaune sont celles à risque faible. En modéré, les municipalités en orange sont les municipalités à risque modéré et la municipalité en rouge est donc celle à risque élevé.
Cette carte-là, elle a été donc distribuée au ministère de la Santé et au DSP à l'été passé, puis on la publie maintenant sur notre site web de l'INSPQ également. Et la beauté de toute cette histoire, c'est que le ministère de la Santé a fait un sondage pour évaluer si notre carte de risque avait réellement été utilisée par les directions de santé publique. Et tout ça, c'était aussi pour vérifier est-ce que le ministère allait refinancer une nouvelle année pour pouvoir développer cette carte de risque-là à nouveau. Donc, il y a eu un sondage qui a été fait à l'hiver 2016 et les principaux constats du sondage, c'était d'abord que les directions de santé publique ont utilisé de façon majoritaire la carte de risque à différents effets. D'abord, pour soutenir leur communication à la population. Ensuite, pour aider à préparer les entrevues médias. Ensuite, pour soutenir la communication professionnelle de la santé, pour faire de l'enseignement et finalement pour aider à classer les cas de maladie de Lyme. Donc, concrètement, ma conclusion de ce sondage-là, c'est de dire qu'on a vraiment réussi à atteindre nos objectifs. Le ministère de la Santé nous a redonné le mandat cette année pour refaire une carte. Donc, pour ma part, les prochaines étapes, c'est de me mettre au travail, d'intégrer l'ensemble des données de surveillance de l'année 2015 pour pouvoir produire la nouvelle carte de 2016. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie de votre attention et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Est-ce que la cartographie mène à des interventions de terrain comme indiquer qu'une zone est à risque dans un parc XYZ, là, comme on voit aux États-Unis, partout où on marche? Oui, effectivement. Chacun des niveaux de risque est associé à des interventions de santé publique faites par les directions de santé publique. La principale est l'administration de l'antibioprophylaxie. Donc, si on se présente chez le médecin et qu'on a une tique qui est accrochée sur soi et qu'on a été exposé dans la municipalité que vous avez vue en rouge, qui est la municipalité de Farnham, où on a documenté un risque très élevé et un pourcentage très élevé de tiques infectées, on suggère aux médecins de considérer l'antibioprophylaxie, donc de donner une dose d'antibiotiques unique, même sans avoir fait de test diagnostic pour vérifier la présence de la bactérie chez le patient. Donc ça, c'est une des interventions de santé publique qui sont mises en place. Les activités de communication du risque faites et par le ministère et par les directions de santé publique sont aussi directement liées à notre production de cartes de risque. Donc, les municipalités, vous avez vu en orange, la municipalité rouge sont des endroits où les activités de communication sont quand même de plus en plus, sont quand même plus importantes qu'ailleurs au Québec puisque les risques sont plus élevés. Est-ce que ça répond à la question? De communication? C'est une bonne question parce que moi, de mon côté, ce que j'ai à suggérer, c'est de dire, vous savez, telle communication doit être faite dans tel endroit. Ensuite, je sais que le ministère a des feuillets d'information. Je sais que le ministère, via leur site web, font aussi de la communication. Les professionnels de la santé, des directions de santé publique sont informés via des journaux mensuels ou un feuillet mensuel d'information sur les actualités de santé publique. Et puis, généralement, il y a, de ce qu'on m'a dit, par exemple, dans les Laurentides ou encore en Montérégie, il y a une section particulière sur la maladie de Lyme. Donc, voilà le type de communication qui sont faites. Ce que je comprends, c'est que les tiques sont quand même présentes dans l'ensemble du territoire du Québec, c'est ça? Les tiques sont principalement présentes et établies dans le sud du Québec. Quand on dit qu'une population de tiques est établie, c'est quand on a pu observer les 3 stades de la tique, donc larve, nymphe et adulte, plusieurs années consécutives, où là, on sait vraiment que les tiques sont en train de se reproduire. Parce qu'en fait, au Québec, il y a deux moyens pour la tique de se disperser. D'une part, il y a graduellement, si elles se multiplient, elles se reproduisent et elles migrent vers le nord, mais il y a aussi les oiseaux migrateurs qui nous apportent des tiques et qui les déposent un peu partout au Québec. Donc, une fois qu'il y a une tique qui arrive d'un oiseau migrateur, on appelle ça une tique adventiste, il suffit qu'il y en ait 1, 2, 3, puis ensuite, le cycle peut tranquillement s'établir pour qu'on y retrouve des populations établies. Alors, de façon générale, là, c'est clair que les populations de tiques sont établies en Montérégie, en Estrie, en Mauricie-Centre du Québec, mais on reçoit des tiques d'un petit peu partout au Québec. En fait, en Montérégie, en Estrie et en Mauricie-Centre du Québec, ce sont des tiques qui sont infectées.
qu'on retrouve surtout. Puis ensuite, à travers le Québec, on retrouve les tiques Ixodes scapularis. Puis la littérature scientifique nous indique qu'au bout d'un certain temps, je n'ai pas le nombre d'années exact, mais au bout d'un certain temps, il y a la bactérie qui vient s'établir au sein de cette population de tiques-là. Puis là, le cycle de transmission de la maladie commence. Puis, on peut voir là, qu'il a quand même, là, pour vérifier la présence de la tique, c'est quand même assez facile avec le drap qu'on passe là, par terre. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une activité communautaire, à faire appel à la communauté, dans le fond, pour demander aux gens de faire l'exercice, chacun chez soi, ou dans leur forêt privée, ou peu importe, puis de venir apporter la donnée sur un site communautaire? Ça vous permettrait peut-être d'avoir un échantillonnage intéressant, sans nécessairement qu'il y ait une valeur scientifique à ça, mais quand même, ça permettrait peut-être de venir lever des flags et de voir un petit peu plus la progression de la tique. C'est quelque chose qui serait peu coûteux et qui pourrait apporter des résultats intéressants. C'est une excellente idée. Il y a des initiatives sous forme de projets de recherche qui se font actuellement. Ça reste une problématique qui est quand même assez nouvelle au Québec. Puis en fait, moi, je vous dirais que je suis même très nouvelle au sein de cette problématique-là. J'y travaille depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Il y a actuellement, avec l'Agence de la santé publique du Canada, un projet qui demande aux individus qui trouvent des tiques d'en prendre une photo, d'envoyer la photo pour identification dans un laboratoire et d'envoyer la tique ailleurs dans un autre laboratoire. Puis ensuite, on vérifie si, via la photo, on est capable d'identifier vraiment que c'est une bonne tique Ixodes scapularis. Si le projet de recherche nous démontre que ça fonctionne, bien, ça risque d'être une méthode qui va nous permettre de surveiller encore, d'avoir plus d'informations sur la présence de tiques sur le territoire. Cet été, je suis également supposée recevoir une étudiante qui va faire un projet de maîtrise et qui va aller vérifier avec les parcs publics s'ils auraient de l'intérêt à se faire former pour passer la flanelle, justement. Si c'est le cas, pour nous aussi, ça va être extraordinaire parce que généralement, les gens qui vont faire des collectes de flanelle, ça se passe pendant l'été, ce sont des étudiants, donc on est un peu limité dans la période où on collecte les tiques. Et puis ça reste des activités qui sont quand même assez coûteuses, là. Donc si on est capable d'avoir la collaboration des parcs publics pour qu'eux-mêmes puissent faire la collecte des tiques à des moments différents aussi, au printemps, à l'automne, ça va nous aider davantage pour suivre le risque. Alors, il y a plein de choses à faire, vraiment.